Bonjour, c'est Élysée 2012, le face-à-face avec Jean-Marc Lèche et David Revaud-Dallon. Alors, cachez cette campagne que je ne saurais voir. Il n'a pas déclaré sa flamme aux Français, presque comme tous les autres, mais il est là, omniprésent et se veut omnipotent. J'ai nommé Nicolas Sarkozy, qui est bel et bien un candidat sans le dire. Il riposte sur le nucléaire, s'exprime sur des sujets clivants comme le droit de vote des étrangers aux élections locales. Alors au centre, Borloo et Villepin semblent se rassembler autour de la majorité. Seuls Hervé Morin et François Bayrou vont tenter l'aventure présidentielle. En attendant, au Parti Socialiste, eh bien, François Hollande se cherche encore. Alors bonjour messieurs, on va parler de tous ces sujets-là. Nicolas Sarkozy, pourquoi il ne le dit pas qu'il est en campagne? C'est simple comme bonjour. Et il n'a pas déclaré sa flamme, mais il ne déclare pas non plus sa flemme. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui fait 3 déplacements par semaine, va faire des grands discours, donc il n'a pas besoin de déclarer tout de suite qu'il est candidat, puisque tout le monde sait qu'il l'est. Oui. Donc peut-être qu'il ne le déclarera jamais alors dans le... Si, mais probablement plus tôt qu'il l'aurait souhaité. Il souhaitait faire une campagne plus éclair, se déclarer tardivement et faire un sprint, comme il aime bien la bicyclette, ce garçon. Donc, et là, il va être obligé d'aller plus vite, parce que sinon, l'UMP va l'embrouiller. Parce que l'UMP, c'est quand même un parti à embrouille. Donc, si vous les laissez faire, ils gambadent. Ouais. Surtout Jean-François Copé, non ? Et ils mettent le feu à la prairie. Donc là, il va devoir se déclarer plus tôt. Et maintenant, sur les contenus de sa déclaration, je suis encore sceptique, parce que tout ce qu'il fait en ce moment, c'est un galop d'essai. Il y a 2 modèles qui sont clairement à aller chercher du côté de Mitterrand. François Hollande, lui, il nous la joue Mitterrand 81, conquête du pouvoir, même si on va voir après qu'il a aussi quelques petites difficultés à occuper l'espace. Puis Nicolas Sarkozy, c'est Mitterrand 88, déclaré très tard, président candidat, président sortant. On rappelle qu'il voulait se déclarer en février-mars, mais malheureusement, ça ne peut pas attendre d'ici là. Et on voit qu'il est très clairement à l'offensive. Vous le disiez, Roselyne, sur des sujets très clivants. On se demandait depuis 1 an et demi, 2 ans, quelle ligne allait choisir le président Sarkozy pour sa campagne. Est-ce qu'il allait reproduire la ligne Patrick Buisson, celle de 2007, qui lui avait permis de siphonner les électeurs du Front National, ou est-ce que c'était une ligne plus sociale, chère à Henri Guénaud? Et très clairement, depuis quelques semaines, il apparaît que c'est la première ligne. On va en parler qui l'emporte. Et c'est là-dessus que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, porte les coups. Vous disiez qu'il réplique sur le nucléaire ou sur les autres sujets. Je ne crois pas. Je crois qu'il est très clairement à l'offensive et que c'est plutôt François Hollande qui a du mal à répliquer. Alors, les discours clivants, c'est évidemment du Buisson. Ça, mais c'est pour ressouder la droite, pour ressouder son camp. Non, mais le fonds de commerce de Sarkozy, c'est de cliver. C'est de cliver et d'emporter le morceau. C'est un mec de hold-up, Sarko. Donc, il ramasse et il fout le camp avec. On se rappelle du vol à main armée de 2007 sur les thématiques de gauche, et notamment Jaurès. Aujourd'hui, c'est effectivement la bande organisée qui fait feu sur les thématiques de la gauche. Les thèmes clivants, c'est pas seulement le nucléaire. Bien sûr, il y a l'accusation de brader la filière nucléaire, les emplois, le développement, la croissance qui va avec, mais il y a aussi le droit de vote des étrangers, sujet très intéressant, puisqu'on se rappelle qu'il y a quelques années, Nicolas Sarkozy allait se déclarer en faveur de ce droit de vote, et que là, il fait machine arrière, et il n'est pas forcément suivi en cela par l'opinion, puisqu'on voit qu'il y a un sondage il y a 61% des Français qui sont pour le droit de vote. Qui est étonnant d'ailleurs, élections municipales. Non, mais il y a une tolérance beaucoup plus grande dans la société que ce qu'on a vu. La question de la sécurité est une question fait diversière, mais c'est moins une question politique que ça n'était dans l'élection précédente. Alors maintenant, le risque qu'on prend quand on clive, il y a un confort à cliver parce que c'est ce que Sarkozy sait faire. Oui, c'est cliver. Ouais. Mais en même temps, le risque qu'on prend, c'est dans son propre camp. Parce que si vous clivez, vous soudez des gens contre vous et vous troublez chez vous. C'est ce qui se passe avec le nucléaire, se passe aussi avec le droit de vote des immigrés. C'est-à-dire qu'une partie de la droite, c'est pas qu'elle est contre le nucléaire, c'est qu'elle veut qu'on aménage le nucléaire. Or là, Sarkozy se fait tout d'un coup le soldat du nucléaire. Sauf qu'en 2007, on l'attendait à droite et il faisait l'ouverture à gauche. Il triangulait, tout à fait, et il en faisait une politique de droite. Aujourd'hui, l'ouverture à gauche, elle s'est épuisée. Vous ne pouvez pas vraiment trianguler quand vous êtes en réélection. Hein. Les Mickey qui ont été réélus... Alors, trianguler, ça veut dire faire la politique de l'adversaire. C'est ce qu'avait fait Clinton, c'est ce qu'a fait Tony Blair, etc. Blair. Mais c'est ce que vous faites dans la conquête, c'est pas ce que vous faites dans la réélection. Parce que la réélection, le seul qui a réussi à être réélu en étant mauvais, c'est parce qu'il faisait la guerre, c'est Bush. Et puis parce que Kerry était nul. Bon, sinon... donc quand vous êtes en réélection, si vous êtes dans la guerre, vous dites « laissez-moi continuer le boulot ». Et là, je ne sais pas ce que Sarkozy va dire, parce qu'à la fois, il est suractif, reconnu comme dynamique,
mais reconnu aussi comme impuissant puisqu'il n'a pas de résultat. Ouais. Alors, on voit bien que, donc, du côté du centre, à part effectivement Morin et Bayrou qui a toujours fait son cavalier seul, eh bien, Borloo avait abandonné depuis longtemps. D'ailleurs, il faudrait qu'on m'explique encore aujourd'hui quelles sont les raisons de l'abandon de Borloo, dont 24 heures avant, les observateurs les plus subtils expliquaient qu'il allait se présenter fermement. Et même ses proches en étaient persuadés. On se souvient de la déception de personnalités comme Ramayad. On dit qu'il avait quelques casseroles et qu'il aurait eu quelques menaces. Non, mais il a un peu dit en creux dans son interview d'hier. Il a quand même, dans l'interview qu'il a donnée, il a quand même dit que finalement, ça servait à rien d'être candidat si on n'avait pas de chance de gagner. Donc, c'est pas simplement une pique à Morin, c'est aussi pour lui. Chez Borloo, il y a toujours un affleurement du ça. Oui, mais enfin bon, partout on peut participer. Hein, c'est ce que fait oui, mais si Chevènement. Pour participer, pour faire moins de moins %, c'est d'ailleurs ce que prédisent ses amis, entre guillemets, centristes à M. Morin. Il veut se faire un nom. Il veut se faire un nom, mais ses amis eux-mêmes, les dirigeants du Nouveau Centre, à commencer par M. Sauvadet, expliquent que c'est suicidaire. Dans la famille Morin, on connaît surtout Léon Morin. Léon, le prêtre. Il ne s'appelle pas Léon. Hein. Alors, David, vous êtes docteur S. Solferino, la rue de Solferino, socialiste. Que se passe-t-il ? On a vraiment le sentiment qu'après avoir été dans une bulle, François Hollande explose et son entrée dans l'atmosphère, enfin, quand je dis explose, c'est-à-dire qu'il revient un peu sur Terre, et son entrée dans l'atmosphère de la campagne, eh bien, ça se dégonfle un petit peu et on sent qu'il peine à trouver, lui, des sujets, à aller au front et à être relativement soudés, parce que les Martine Aubry, les Ségolène Royal, dans le fond, on les entend pas vraiment. On a vu Martine Aubry faire cet accord avec les écolos qui ont plutôt mis dans la panade François Hollande. Alors, soit je comprends rien à la politique, soit... C'est sûr que la séquence n'est pas très bonne pour lui. Il savait que de toute façon, elle serait difficile, qu'après une période très glorieuse, la campagne qui a intéressé beaucoup de monde, la désignation, le vote qui a attiré beaucoup d'électeurs, il savait qu'immanquablement, il y aurait une période de flottement et une chute dans les sondages. Simplement... il n'avait pas escompté que cette période allait venir si vite et si fort. C'est-à-dire que la décrue dans les sondages est plus importante que prévu, même si elle ne profite pas encore de façon éclatante à Nicolas Sarkozy. En tout cas au deuxième tour, puisqu'il reste à des hauteurs stratosphériques, d'ailleurs, qui sont sans doute très surévaluées. Oui. Mais on est plutôt là dans un problème de stratégie à long terme et de tactique à court terme. C'est-à-dire que François Hollande comptait démarrer sa campagne en janvier et d'ici là, la jouer un petit peu père tranquille, c'est-à-dire faire quelques déplacements européens, soigner sa stature internationale. Or, quand l'euro s'écroule... Et ça nous rejoint au sujet précédent, ça nous renvoie au sujet précédent. Nicolas Sarkozy est rentré sur le ring beaucoup plus tôt et beaucoup plus fort que prévu. Et à l'arrivée, c'est venu percuter ce plan de campagne. François Hollande n'était pas prêt. Il ne l'est pas encore tout à fait. Et notamment dans la riposte, on voit que sur des sujets très, très forts comme le nucléaire ou sur le droit de vote des immigrés, même s'il est soutenu par une majorité de Français, le Parti Socialiste là-dessus, il a des difficultés à riposter et c'est Claude Guéant, Nicolas Sarkozy qui pour l'instant porte les coups. Donc ça veut dire qu'ils sont meilleurs dans la riposte, la droite, qu'ils ont plus d'habitude dans l'attaque. Ils sont très bons dans l'attaque et dans la contre-attaque. Ça ils savent vraiment le faire et c'est l'empreinte Sarkozy. Bien sûr. Enfin la gauche, on pourrait dire que depuis le temps qu'ils sont dans l'opposition. Oui, mais François Mitterrand aussi, quand il a été investi par le Parti Socialiste, il est parti en Corée. Non, mais en Corée du Nord en plus. Ségolène Royal est partie en Chine avec la bravitude. Donc il y a toujours les socialistes ont un problème avec l'accélération du temps. Avec le temps, ouais. Ça ils savent pas très bien s'en occuper. Et cette campagne, plus encore que 2007, est partie plus vite et plus fort. Il faut quand même souligner à la décharge de Ségolène Royal, qui 3 jours après sa désignation était déjà la cible de tous ses camarades, était déjà la cible des remarques, accusations, etc. De ses camarades. Là, François Hollande bénéficie d'une clémence, je veux dire, qui n'a jamais été constatée en 2007. Personne ne dit rien, un peu trop peut-être, tellement que les éléphants ne le suivent pas. Laurent Fabius, Martine Aubry sont très discrets. Les gens qui sont contre le disent pas. Ça, c'est un vrai élément nouveau. Mais attendez, pourquoi on l'entend pas, Martine Aubry? Pourquoi on entend plus Fabius? Parce que lui, il leur demande rien. Attendez, la seule fois où on les a vus ensemble depuis maintenant 5 semaines, c'est pour les obsèques de Daniel Mitterrand à Cluny. Donc, et encore, Laurent Fabius n'y était pas. Ni Royal. Donc, il est urgent que le candidat investi réunisse tous ses ex pour faire démarrer le carrosse. Ou alors, il faut lui montrer des westerns. Il y a des diligences, il y a des chevaux, il y a des mecs qui tirent, il y a tout ce qu'il faut. Par ailleurs, sur le scénario du western, on manque un peu, je dirais, de scènes un petit peu marquantes. Très clairement, pour utiliser la métaphore, l'agenda du candidat Hollande pose un problème. On a vu que la semaine dernière, il était resté dans des exercices extrêmement institutionnels. Le mercredi, il va au Congrès des maires. Le jeudi, il va au forum organisé par le journal Le Monde. Le vendredi, il va au forum organisé par le journal Libération. Le dimanche, il va au Salon de l'Éducation.
Ce sont des événements, bon, il est bien obligé d'aller au salon de l'éducation, mais c'est quand même un agenda extrêmement institutionnel. Classique. Et finalement, c'est ce qu'on est mou, quoi. Il est en train de valider le fait c'est une campagne un peu molle. Alors, et quand on discute avec, pardonnez-moi Jean-Marc, les proches de Dominique Strauss-Kahn ou de Martine Aubry, ils vous disent tous, nous on n'aurait pas du tout fait cette campagne, on aurait prévu des trucs beaucoup plus originaux, beaucoup plus accrocheurs. Oui, évidemment, etc. ils auraient fait mieux aussi. Ils auraient fait mieux. Alors bien sûr, c'est facile de parler après, mais on donne l'impression que c'est quand même très attendu et un peu trop attendu, ce qui fait que justement ses adversaires l'attendent autrement. Il a un peu pataugé sur le MOX, là, sur l'histoire nucléaire. Bon, il n'avait quand même pas vu que les écolos voulaient le niquer. Donc ça, il l'avait pas vu du tout. Donc il s'en doutait un petit peu, quand même. Il s'en doutait, mais je suis persuadé, moi, qu'Eva Joly a fait une provocation organisée. C'est pas une bavure. Bien sûr. Donc ça lui est tombé sur le pif, non ? Il a quand même, sur l'ONU, il a réagi quand même de façon assez solennellement ferme. Donc peut-être que c'est le début de la remontée. Peut-être. Avant de nous quitter, donc on parlait de western tout à l'heure, maintenant on va parler du feuilleton DSK qui revient, oulala. Le complot, alors vous, David, vous avez écrit justement un livre avec le correspondant de New York, Fabrice Rousseau. Voilà, à Libération. Complot, pas complot, c'est quoi cette histoire ? La théorie du complot, elle avait été évoquée dans les 48 heures qui ont suivi l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New York. Le 13 mai, elle avait vite disparu, elle avait ressurgi rapidement après l'effondrement de la crédibilité de l'accusatrice en juillet. Et là, elle ressurgit encore une fois. Dans les écrits du journaliste américain Ed Epstein, qui reste quand même à vérifier. Il y a beaucoup de choses qui sont pas très sérieuses, ou du moins pas très significatives. La fameuse danse de joie des employés, les visites de Nafissatou Diallo dans la chambre voisine. Le vrai élément intéressant de cette enquête, c'est la question du BlackBerry, des moyens téléphoniques de Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn était-il sur écoute ? Si oui, par qui ? Ça, c'est possible. Pourquoi ? Comment ? On sait que indépendamment de cette enquête de M. Epstein, dans les jours qui précèdent l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New York, est-ce que c'est de la méfiance, est-ce que c'est de la parano ? Mais le directeur général du FMI est persuadé qu'il était écouté, et quand il rencontre à Paris ses amis socialistes dans la plus grande discrétion pour préparer sa campagne, il leur demande d'enlever ses téléphones et leurs batteries. Donc il est très méfiant là-dessus. Parce qu'on peut t'écouter sans donner absolument. Dans la fin de l'interview avec Claire Chazal, quand il est revenu, il a quand même dit à la fin, tout à fait à la fin, c'était très préparé, provocation peut-être, complot, nous verrons. Un piège peut-être, un complot, nous verrons. Alors piège peut-être, effectivement. Cela dit, c'est pas un hologramme qui a sauté sur les femmes et qui les agressait, non ? Puisque visiblement il y a la preuve qu'il y a eu agression. Qui connaissait lui et qui était stagiaire à l'UMP, enfin il y a quand même des embrouilles dans tous les coins. Il y a quand même. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que cette offensive-là, elle est très clairement aussi alimentée. La source, c'est très clairement la défense de Dominique Strauss-Kahn, notamment ses avocats, Maître Taylor et Braffman, et qu'elle vient dans une séquence où le procès au civil continue de battre son plein, et que d'abord il y a cet article de M. Epstein dans la New York Review of Books qui est quand même un peu étonnant pour un groupe qui est sérieux, mais qui est quand même pas vraiment l'endroit idéal pour une investigation. Et que on a un deuxième élément de la contre-attaque qui va intervenir dans quelques jours, c'est le livre de Michel Taubman, des affaires DSK au pluriel, la contre-enquête, et qui, là aussi, semble-t-il, est alimenté par la défense de le feuilleton ne va pas finir tout de suite, puisque je crois que c'est cette semaine que M. DSK sera auditionné dans l'affaire dite du Carlton. Ok, le Carlton. Donc piège, possible. Complot, c'est peut-être un peu... On verra. L'histoire fera le tri. Le feuilleton n'est pas terminé. Le feuilleton n'est pas terminé. Merci à tous les deux. Merci. Et puis vivement la semaine prochaine qu'on se retrouve. À bientôt. Tout de suite les infos.